La seconde partie de notre débat consacrée ce soir au Qatar, alors que l'émir Tamim Al Thani est reçu en ce moment même par le président de la République François Hollande à l'Élysée. Alors moi je vous propose d'écouter le chef de l'État François Hollande, c'était il y a tout juste un an, le 23 juin aussi, et alors il recevait non pas l'actuel émir, le jeune Tamim qui a 34 ans, mais il recevait alors le père, et François Hollande parle de cette relation entre Doha et Paris. On l'écoute. Nous devons agir en réciprocité. Il y a ce que les entreprises françaises doivent faire au Qatar, il y a aussi les investissements du Qatar en France. Karim Sader, est-ce qu'on peut parler d'une relation équilibrée entre nos deux pays ? Parce qu'on a l'impression un peu de se faire croquer, nous, par le Qatar, mais qu'est-ce qu'on gagne en contrepartie ? Il faut relativiser quand même. Les investissements qataris en France, c'est 12 à 15 milliards d'euros. À 20 à 25 milliards, moi j'ai lu. Ça n'est pas sur le côté immobilier. Et voilà, il faut aussi distinguer les investissements de l'ordre du privé. Quand un cousin de l'émir ou un frère de l'émir acquiert une propriété, c'est pas compté de la même manière. Ou l'émir lui-même, oui. Bon, Karim Sader, on va le laisser terminer. Merci pour la distinction. Et donc, il faut faire cette distinction. Et il faut savoir aussi que la France n'est que la quatrième destination des investissements qataris en Europe. Vous avez d'abord la Grande-Bretagne, où ils ont acquis une grande partie de la bourse, sans que cela fasse toute une polémique, l'Allemagne, la Suisse, et vient ensuite la France. Donc il faut relativiser l'importance des investissements. Alors les Qataris sont très forts parce qu'ils font beaucoup de bruit. Et donc ça crée des polémiques, etc. Du point de vue de la réciprocité, je pense que les investissements qataris en France profitent d'un point de vue financier. Effectivement, les liquidités qu'ils injectent dans certains fleurons du CAC 40 sont les bienvenues, d'autant plus que la zone euro connaît une crise qu'on peut observer. En revanche, pour l'économie réelle, il y a effectivement des questions à se poser. Ce n'est pas parce que les Qataris investissent en France que ça va créer des emplois. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les investissements français au Qatar... Oui, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est ça la réciprocité aussi ? Pendant un temps, il fut un temps où certains entrepreneurs français, je suis bien placé pour le savoir, ont eu la naïveté de croire qu'en vertu de la lune de miel entre Nicolas Sarkozy et le Qatar, les Français, les portes du business qatari allaient s'ouvrir pour eux. Pas du tout. Les Qataris sont très forts pour faire marcher la concurrence, pour tout ce qui est travaux d'infrastructures, etc., qui concernent les chantiers de la Coupe du Monde. Ce sont les Chinois qui ont raflé la mise. Donc, c'est pas parce qu'on est une entreprise française que on va engranger des contrats au Qatar. Ceci dit, il y a un savoir-faire français dans certains secteurs, notamment l'énergie et celui des infrastructures, qui reste quand même apprécié. Mais ce sont des grosses entreprises qui en profitent. Mais les petites PME qui vont s'implanter au Qatar, c'est pas forcément quelque chose. C'est pas l'Eldorado que certains ont cru voir à travers cet émirat. Nabil El-Nasri, est-ce qu'on va les vendre nos Rafales ? Est-ce qu'ils vont nous prendre les Qataris nos Rafales ? Alors écoutez, là on ne peut pas ce soir de donner de réponse, mais en tout cas c'est clair qu'il y a un certain nombre de signaux effectifs et positifs qui nous font dire que la chose est à deux doigts d'être pliée. Maintenant, il faut resituer là aussi cet accord dans le cadre global de la coopération. La coopération entre les deux pays, la France et le Qatar, depuis la naissance du Qatar, est d'abord et avant tout une coopération militaire. Le Qatar se sent encerclé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, diplomatiquement. Le Qatar est en retrait. Le Qatar vit une situation extrêmement volatile et trouble dans une région du Golfe aujourd'hui qui est traversée par des crises terribles. On a parlé de l'Irak, de la Syrie. Donc le Qatar a un besoin impérieux tout simplement d'assurer l'exercice de sa souveraineté. Donc il lui faut tout simplement une armée qui soit en capacité de pouvoir répondre à d'éventuelles menaces, d'où aujourd'hui une diagonale défensive avec Paris qui double celle que le Qatar avait établie avec les Américains. Karim Sader l'a évoqué tout à l'heure, le Qatar a le soutien du parapluie militaire américain, mais il ne souhaite pas être uniquement dans la monodépendance avec le protecteur américain, d'où l'utilité d'avoir une alliance très forte stratégique. Et est-ce qu'on peut pas imaginer sur la base aussi d'une coopération militaire forte? Je voudrais préciser quelques éléments sur le dossier du Rafale que je connais très bien. Alors, je suis en partie d'accord avec ce que dit Nabil El-Nasri, mais il y a une chose que vous occultez, que tu occultes, c'est que les Qataris auront beau acquérir du matériel, ils ont un talon d'Achille, ils n'ont pas de gens. Il n'y a personne pour piloter. En fait, l'affaire des Rafales, si les Qataris vont acquérir des avions de chasse, Rafale ou autres, c'est pas pour aller attaquer l'Iran, c'est pas pour aller attaquer Israël, c'est pour s'acheter de l'influence politique. Ils débourseraient des milliards pour ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rentrer en contrat, en négociation exclusive avec la France, ce qui est un bon signe, mais ce qui ne veut pas dire que ça va être tout de suite acté. On l'a vu avec l'Inde, ça peut prendre plusieurs années, mais on peut d'ores et déjà dire que la France a été retenue
côté européen, parce que mais le vrai c'est projet... pas une manière aussi de se chercher aussi des alliés, alors que justement aujourd'hui on le disait, c'est une puissance qui est un peu plus affaiblie. On voit une image quand même un peu ternie avec la Coupe du Monde où il y a aussi là des accusations de corruption qui n'ont jamais été de l'influence politique. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont également acheter des avions aux Américains et ils vont créer une biflotte. Comme ça, ils vont couper la poire en deux. C'est typiquement qatari. Ils vont acheter des Rafales et des F-35 et tout le monde sera content. Et ce ne sera pas pour s'en servir, mais vraiment pour acheter de l'influence politique auprès de ses partenaires occidentaux. Nicolas Beau, c'est... Non, tout ce qui vient d'être dit sur la relation multilatérale-industrielle, moi je suis tout à fait d'accord. Et je trouve tout à fait normal que le Qatar, qui est une puissance financière, gazière, essaie d'établir des liens avec la France et d'en retirer des bénéfices diplomatiques. Ça, c'est totalement normal. Et là, sur ce plan-là, les relations sont totalement saines, d'autant plus que François Hollande, il faut quand même lui reconnaître ce mérite, a rééquilibré les relations par rapport à Nicolas Sarkozy dans cette région, en quand même, par rapport à l'Arabie Saoudite, en ayant des relations extrêmement étroites, régulières, sur ce même plan industriel, diplomatique et industriel. Moi, ce que je reproche au Qatar, c'est la prétention qu'ils ont eue durant la période du printemps arabe, et moi, qui était interdit de Tunisie sous Ben Ali, et qui applaudit des deux mains à ce qui s'est passé à ce moment-là, et grâce notamment au Qatar, c'est vrai, et aux Américains derrière, mais je pense qu'à partir de là, ils ont eu une espèce de délire de toute puissance, de se prendre pour une grande puissance sur l'échiquier mondial, jusqu'à intervenir dans la francophonie, jusqu'à intervenir au Mali en soutenant le Mujao, quoi qu'en dise M. Enasri. C'est dépassé, ça, monsieur. C'est vrai. C'est dépassé, mais au Nord Mali, allez au Nord Mali, vous verrez, c'est pas dépassé. Non, mais on a toujours 4000 soldats parce qu'il y a le Mujao et AQMI qui continuent à semer la main du Qatar partout. La main du Qatar, ils l'ont reconnu en plus. Karim Sader. Laissez-moi finir. Ils ont continué à prétendre, avec un tout petit pays qui, sur le plan de la population, 200 000 habitants, sur le plan de la superficie, c'est un département français, c'est une Slovénie du Golfe, c'est tout petit, qui en plus est en guerre avec ses grands voisins, ses frères ennemis, saoudiens, émiratis. Ils ont prétendu, alors même qu'eux ne bougeaient pas d'un iota sur le plan du pluralisme et de la démocratie, ils ont prétendu redessiner tout le bassin méditerranéen arabe, et je trouve ça d'une arrogance, d'une prétention, d'une paranoïa, et il est heureusement, tout ça revient à des justes proportions, parce qu'aujourd'hui, le bateau qatari prend l'eau de partout, et aujourd'hui, Dieu merci, on a des relations aujourd'hui entre François Hollande et l'émir du Qatar, le jeune fils de l'émir, qui, c'est l'émir derrière qui tire les ficelles. Évidemment, c'est une opération de communication de mettre le jeune devant, et c'est le vieux derrière qui continue à tirer les ficelles. Évidemment, parce qu'ils sont très bons en termes de communication, mais il y a des relations, enfin, à peu près équilibrées. On parle business, on parle contrat militaire, exactement comme François Hollande parle avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie, avec n'importe quel autre partenaire. Une relation plus équilibrée, vous êtes d'accord avec ça, Pierre Codessa, avec Nicolas Beau et ensuite Nabil Enasri? Oui, enfin une relation plus équilibrée, mais je veux dire, encore une fois, il ne faut pas voir toute la scène régionale à travers le Qatar. Aujourd'hui, on est dans une situation surprenante où l'Arabie Saoudite soutient le coup d'État militaire, qui vient de condamner je ne sais combien de centaines de gens simplement pour appartenir à l'opposition. Et ça, si vous voulez, ça reste une espèce de tâche, encore une fois, dans laquelle on se dit, regardez ce que fait le Qatar. Complètement sur l'Arabie Saoudite. Moi, je focalise sur le fait qu'on a deux acteurs dans la région et qui rivalisent en plus sur des terrains qui sont nos ennemis. C'est-à-dire qu'on va avoir un financement où, à la limite, un djihadiste va pouvoir s'adresser aux deux comptoirs, si vous voulez, en se disant je suis plus islamiste que l'autre. La différence essentielle qu'on avait dans la stratégie de l'un et de l'autre, c'est que les Qataris soutenaient plutôt les frères musulmans, ce qui... On en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas est une forme organisée, si vous voulez, de l'islamisme, alors que l'Arabie Saoudite, pendant longtemps, a financé n'importe quoi, y compris, n'oubliez pas, les madrasas du Nord-Pakistan qui ont formé les talibans, contre lesquels on est intervenu, etc., etc. Donc, je suis un peu surpris du fait qu'on focalise sur le Qatar. Mais il y a toujours une fixette un peu sur le Qatar, finalement. Pourquoi? Oui, je suis d'accord, il y a quelque chose de C'est eux qui l'ont cherché? C'est eux qui l'ont cherché, parce que le Qatar, en fait, s'est retrouvé aujourd'hui... C'est vrai qu'on parle moins, finalement, de l'Arabie Saoudite. Le Qatar s'est retrouvé pris à son propre piège. Parce que le complexe qatari, à l'origine, c'est d'être visible à l'international et d'exister au-delà de ses modestes frontières. L'émir, l'ancien émir désormais, n'a eu de cesse justement de jouer cette carte de l'omniprésence, de la visibilité à l'international, du suractivisme diplomatique. Il y est arrivé d'ailleurs. Il y est totalement arrivé, mais aujourd'hui il y a un retour de bâton, y compris dans l'opinion. La Coupe du Monde aussi. C'est aussi un retour de bâton, ça. Mais la Coupe du Monde, il y a
avoir réussi à décrocher la Coupe du Monde, ça a été un succès, mais l'organiser aujourd'hui, c'est un tel fardeau. À quel prix, monsieur ? C'est un tel fardeau. Apparemment, il y a eu quelques bakchiches. Mais bien sûr. C'est normal. Ah, ils ont acheté leur Je Coupe dis du pas Monde. que c'est normal. Karim Sader, vous pensez qu'ils ont acheté leur Coupe du Monde ? Ils ont acheté la Coupe du Monde ou pas ? Vous ne répondez pas à la question. Mais Olivier, monsieur, attendez, vous m'avez pris pour un enquêteur sur... S'ils ont acheté la Coupe du Monde, s'il y a eu des pots de vin, etc., il faut aussi regarder du côté de la FIFA. Il faut regarder aussi celui qui a été corrompu. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique de Coupe du Monde. Parce qu'il y a une enquête. Ce que je sais en tout cas, c'est que les Qataris s'en passeraient bien aujourd'hui et ils préféreraient aujourd'hui subir un échec en se délaissant de ce fardeau plutôt que de continuer à organiser cette Coupe du Monde. Vous vous rendez compte, il reste 8 ans encore. Tous les jours, ils se prennent dans la tête un reportage sur la question déplorable des esclaves, sur le problème de la démocratie au Qatar. Donc, je pense que les Qataris préfèrent... Vous pensez qu'ils la regrettent ? Je pense que Tamim la regrette. Le jeune. Vous pensez qu'il regrette cette Coupe du Monde, Nabila Nasri ? Alors, juste avant la Coupe du Monde, très rapidement, c'est-à-dire que je pense que le procès au Qatar est un petit peu déplacé. Il faut reprendre par rapport au Qatar la même grille qu'on doit avoir vis-à-vis de tous les autres pays du monde. Le général de Gaulle disait tout simplement que la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Donc le Qatar n'a pas d'amis également, il a des intérêts. Pour pouvoir défendre ses intérêts, il fait usage, lui, du fait de sa petitesse et de sa vulnérabilité, du soft power, puisqu'il n'a pas... jusqu'à aujourd'hui, les instruments du hard power. Le soft power, c'est donc la diplomatie du rayonnement, c'est donc la question des médias avec Al Jazeera, c'est donc l'attribution des grandes compétitions sportives mondialisées comme le mondial 2022 au football. Donc il faut tout simplement replacer le Qatar dans sa situation géostratégique qui est la sienne et dans les choix adoptés depuis 1995. Est-ce qu'il regrette cette Coupe du Monde ? D'accord avec Karim Sader ? Je ne crois pas qu'on puisse dire jusqu'à ce point regretter la Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pensait pas recevoir 3 ans uniquement après l'attribution et surtout 8 ans avant l'organisation, un tel faisceau de critiques. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que les critiques qu'on adresse à l'endroit du Qatar, notamment s'agissant par exemple de la corruption, excusez-moi, mais si le Qatar achetait la Coupe du Monde, c'est d'abord et avant tout la faute de la FIFA. Et on est d'abord avant tout dans un FIFA Gate plutôt qu'un Qatar Gate. Et allons fouiner un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il en a été par rapport à l'organisation et à l'attribution du Mondial 2018 en Russie ? On en est où d'ailleurs ? Ça va se faire en été ou en hiver cette Coupe du Monde ? On ne sait pas encore. C'est-à-dire que c'est toujours un débat et qu'il ne sera tranché que dans les prochaines années. Vous pensez qu'elle n'aura pas lieu au Qatar ? Soit elle n'aura pas lieu au Qatar. Soit elle n'aura pas lieu. Enfin, moi je pense. Vous pensez qu'elle n'aura pas lieu ? C'est-à-dire, je pense que peut-être la voie qui permettrait à tout le monde de sortir la tête haute de ce guêpier, de ce bourbier, c'est de l'organiser dans plusieurs pays arabes. Donc, finalement, d'élargir le bassin d'organisation. Ce sera une Coupe du Monde authentiquement portée par plusieurs pays arabes, où évidemment le match d'inauguration et la finale auront lieu au Qatar, puisque c'est d'abord au Qatar que la Coupe du Monde a été attribuée. Mais on peut imaginer, voilà, cette espèce de démarche et de sortie de crise qui permettrait de donner des matchs à un peu plusieurs pays dans la région, qui renforcera l'envergure également de la compétition. Si la Coupe du Monde a lieu au Qatar dans 8 ans, elle aura coûté 4000 morts. Hein, au rythme où on va là, de victimes tous les jours dans les chantiers, sur les chantiers, elle aura coûté 4000 morts. Donc je ne suis pas certain que ce soit une chose qui soit à la fois bonne pour la communauté internationale et à la fois pour le Qatar. Nicolas Beau, justement. Non, là où je suis d'accord avec M. Conessa, c'est que effectivement, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, moi je ne choisis pas. Je veux dire, pour moi, c'est deux régimes wahhabites de la pire espèce qui défendent des valeurs totalement rétrogrades, opposées, nous, à nos valeurs civilisationnelles. Bon, mais la différence, c'est que le Qatar a voulu vendre une image moderniste, celle qu'on nous décrit là à l'instant, avec beaucoup d'intelligence et de sens de la communication. Ça, il faut leur reconnaître ça. Le père de l'émir actuel, la Chéra, sa deuxième épouse, etc., ont fait preuve dans les années 2000-2010 d'une extrême intelligence en invitant toutes sortes de partenaires de tous les pays sur Israël. Ils ont invité des Arabes israéliens, des intellectuels, ils ont invité des Palestiniens de Hamas, ils ont invité tout le monde. C'est un formidable forum. Là, il faut leur reconnaître, ils ont une période vraiment euphorique où ils ont été des espèces d'ONU bis, voilà. Bon. Mais après, il faut quand même voir le moment où ils ont basculé dans une espèce de folie des grandeurs, où ils ont voulu être l'acteur principal des changements dans tout le bassin arabe-méditerranéen, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de cette politique, et surtout, et j'aimerais bien que M. Nasri réponde à cette question, ils ont vendu un logiciel d'alliage de la démocratie de l'islamisme, et sur lequel je pense qu'ils avaient raison. La Turquie est un modèle là-dessus.
Et moi, je suis prêt à défendre le régime islamiste turc qui, par 2 fois, a été réélu démocratiquement et a fait faire une avancée considérable par rapport à toutes ces valeurs islamiques, etc., que souvent ici on voit avec une espèce d'islamophobie, etc., que je ne partage absolument pas. En revanche, le gros problème du Qatar, c'est qu'il a avancé ces valeurs-là, soutenues par les Américains, pour les autres. Mais pour lui, il n'a pas eu la moindre avancée aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne pouvait pas marcher dans tous les cas. Ça ne pouvait pas marcher. Nasri, Faut pas, tout d'un coup, un tout petit pays de 100 000 habitants, richissime, qui peut acheter le moindre opposant, n'est pas capable de faire la Nicolas Beau, il va vous petite répondre, avancée. Nabil Nasri, puisque c'est à vous que c'est un c'est à lui que problème, vous posez quand la même. question. Le problème de Nicolas Beau, c'est qu'il est dans un raisonnement Non, mais c'est pas Nicolas Beau, le problème, c'est le Qatar. de néoconservateurs américains. néoconservateur, C'est-à-dire maintenant, que vous êtes dans le sens du progrès à condition de suivre ma voie du progrès. C'est-à-dire Ben oui, qu'il ne quand prend même, absolument pas le temps. Voilà, donc c'est finalement presque un registre néocolonial qui s'exprime. C'est-à-dire que vous n'êtes dans le progrès qu'à condition de suivre la voie que moi j'ai tracée. Il fait absolument abstraction de ce qui se passe réellement au sein de la société qatari. Vous prenez un marqueur, par exemple, qui est celui de la condition de la femme. En l'espace de 20 ans, la femme qatari a considérablement obtenu des droits. Aujourd'hui, non seulement elle travaille, les universités qataries sont davantage peuplées d'étudiantes que d'étudiants. Vous avez l'une des principales personnalité du pays qui est Cheikh Hamza, vous avez des femmes qui conduisent, vous avez des femmes dans tous les postes de responsabilité qatari, et ça manifestement ils ne veulent pas le voir. Ça ne veut pas dire évidemment que la chose est aujourd'hui arrivée à un état de modernisme ou de progrès qui ferait que c'est un modèle pour l'ensemble des pays arabes, mais en tout cas vous avez une société qui avance à son rythme et qui essaie tout simplement de rester en accord avec ses valeurs, parce qu'il faut rappeler une évidence qu'apparemment Nicolas Beau a l'air d'oublier, c'est que le Qatar est aussi un pays musulman et qu'il a aussi envie de rester fidèle à ses valeurs. Non déplaise à un certain pas la moindre association, le moindre syndicat ne peut être élu. Où il est dans la caricature, il ne voit pas ce qui a été mis en place dans la Constitution, il ne voit pas un certain nombre de changements, comme je viens de l'évoquer, par rapport à la femme. Sur la question des ouvriers... Mais Ben Ali nous a vendu la femme aussi. On peut évoquer également ce qui s'est passé au mois de mai au Qatar avec la suppression de la kafala. Alors certes, ça va prendre... C'est-à-dire ce système qui maintient dans un état de domination les ouvriers ou les travailleurs domestiques dans les habitations qataries. En fait, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, que ce soit bien clair, c'est-à-dire que vous arrivez, vous travaillez pour une famille qatari, vous devez donner votre passeport et en échange, vous avez un permis de travail. Donc, si vous voulez partir, vous ne pouvez pas partir. C'est le seul pays du Golfe aujourd'hui qui a décidé de retirer la kafala de son registre législatif et pénal. Et donc, vous avez un certain nombre d'avancées. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que l'attention médiatique autour de la Coupe du Monde crée finalement les conditions d'un changement et d'une amélioration de la condition à la fois des ouvriers et de l'ensemble de la société. Ça veut dire que la kafala, ils vont l'abandonner. Ils l'ont abandonné. C'est au mois de mai, la conférence de presse qui a lieu le 13 mai au Qatar, où il a été officiellement dit qu'on l'abandonnait. Après, en termes de procédure, de là, ce que ça s'inscrive la Coupe du Monde aura quand même permis, c'est vrai, à mettre en lumière évidemment, justement cet esclavagisme moderne. C'est comme ça qu'il faut utiliser la question de la Coupe du Monde pour pouvoir Allez, Pierre Conessa, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. Le dernier mot, c'est pour Pierre Conessa. Pierre Conessa, moi, je voudrais savoir, François Hollande, ce soir-là, il reçoit l'émir du Qatar, Tamim Al Thani. Est-ce qu'il va lui parler de droits de l'homme ou pas du tout? Non, il ne va pas lui parler de droits de l'homme. Écoutez, franchement, à chaque fois qu'on parle... oui, mais en plus, les rafales, si on ne les obtient pas, ce n'est pas à cause des Qataris, c'est à cause des Américains. S'il y a vraiment un objectif stratégique pour les Américains, c'est de tuer le rafale. Donc, il y a l'état-major, il y a le QG américain à Doha. C'est évident que dans le Golfe, aujourd'hui, on ne peut être que numéro 2. On a été pendant très longtemps les seuls fournisseurs d'armement au Qatar, pendant très longtemps. Et c'est avec la succession du père que pour la première fois le marché s'est ouvert, et puis surtout avec l'arrivée du QG américain. Et là maintenant, je crois qu'il ne faut pas trop s'illusionner. Même s'il y a quelques rafales qui sont achetées, ce sera une pincée. Ce n'est pas ça qui va sauver le programme. Moi, je voudrais juste terminer sur 2 ou 3 points qui font l'originalité du Qatar. Transition monarchique organisée. C'est le seul régime dans lequel le père cède le pouvoir au fils, dans des conditions où le fils est en état intellectuel de décider, ce qui n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Le Qatar a reconnu Israël. C'est quand même une originalité extraordinaire dans la région. C'est un pays qui, effectivement, accepte des communautés différentes, comme ça c'est d'ailleurs aux Émirats. Et puis, c'est le pays qui a créé Al Jazeera, c'est-à-dire une chaîne qui permettait pour la première fois à des pays arabes de se parler, d'avoir une opinion publique exprimée. Et on reproche à Al Jazeera de sortir les communiqués de Al-Qaïda. Je veux dire, si on ne compte pas sur CNN pour ça, quand même. Donc, on est dans un système où, paradoxalement, c'est ça qui gêne. Et encore une fois, je n'ai aucune sympathie particulière pour le Qatar. Sur les paradoxes, on va dire, de ce pays. Il fait l'impasse sur la chronologie et il parle du Qatar avant les années 2007-2008, qui était effectivement une tentative de modernisme et de pluralisme, mais qui n'a plus lieu aujourd'hui.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat animé. Vous restez avec moi, je rejoins Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, bonsoir. De retour de vacances, on est très content de vous revoir. Et on va parler encore de cet émir du Qatar qui est en ce moment même normalement encore à l'Elysée, s'il y est encore. Alors on parlait justement de cette transition entre le père et le fils. Le site du Monde s'y attarde un petit peu dans un article en évoquant l'encombrant héritage du père qui pèse sur l'émir du Qatar. Un article qui souligne qu'au moment où il a abdiqué le 25 juin 2013, 48 heures après avoir reçu François Hollande, eh bien, le Qatar était au fait de sa puissance diplomatique et le renversement s'est opéré très rapidement puisque le 3 juillet, Mohamed Morsi tombait. C'était un revers cinglant pour le Qatar. Et puis, quelques jours plus tard, le Qatar avait choisi en quelque sorte un champion pour représenter l'opposition syrienne. Et finalement, c'est le champion de l'Arabie Saoudite qui a été choisi. C'était le 3 juillet 2013. Alors, difficile de gérer cet héritage, souligne Le Monde, qui s'arrête un petit peu sur le caractère des deux hommes. Autant le père était fougueux, autant le fils est prudent. Et puis, il y a aussi cette Coupe du Monde dont on a beaucoup parlé. C'était le rêve de l'émir père. Et aujourd'hui, elle est rattrapée par le scandale de ces travailleurs qui travaillent dans des conditions déplorables, mais aussi par ces rumeurs autour de l'achat de voix du côté des instances sportives internationales. Alors on en a beaucoup parlé et c'est vrai que les médias qataris s'étaient un petit peu tus là-dessus, mais le Qatar contre-attaque, écrit le site de Courrier International, avec un certain nombre d'articles dans les médias du Qatar qui s'en prennent assez directement aux médias britanniques, notamment au Sunday Times, qu'ils accusent de racisme. Il y a par exemple le site du journal El Watan qui évoque l'empire du mal et qui s'en prend à Rupert Murdoch en rappelant que son groupe a été impliqué dans l'affaire des écoutes, ce scandale tonitruant du côté de la Grande-Bretagne. Même ligne sur le site internet de cet autre journal qui s'appelle Al Arab, qui évoque le racisme anglais contre le rêve du mondial arabe. Alors certains soulignent que cette défense est un petit peu légère, que les médias qataris n'ont trouvé rien d'autre que le racisme pour se défendre contre ces accusations de corruption. En tout cas, un certain nombre de médias, ici El Confidential, évoquent cette possibilité dont on a parfois parlé, celle que ce mondial n'ait pas lieu au Qatar, peut-être du côté des États-Unis ou du Canada. Oui, ou peut-être ce qui est évoqué aussi Nabil El Nasri, c'est-à-dire que ce soit aussi dans la région, voilà, et que le coup d'envoi de la compétition et la finale ait lieu au Qatar et que les autres pays de la région se distribuent, se partagent les autres matchs. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux à cette visite, hein, Karim. Alors, vous évoquiez cette possibilité que François Hollande pose une question autour de la démocratie et des droits de l'homme. Bien sur les réseaux sociaux, on ironise. Jean Gauthier écrit sur son compte Twitter, c'est un militant du Front de gauche, établir la démocratie en Syrie, ok, mais il faudrait aussi penser à l'Arabie Saoudite. Le Qatar, ah ben non, ils sont nos alliés, en quelque sorte. On ne peut pas dire grand-chose, en tout cas c'est ce qu'il semble souligner. Et puis ce journaliste de Marianne qui dit « Si Hollande reçoit le fils de l'émir du Qatar, Tamim, c'est pour condamner avec force ce régime moyenâgeux ?» Non. Ah bon. Et puis, autre réaction, on parlait du Rafale il y a quelques instants, mais aussi des difficultés que la France a à vendre son meilleur avion. Depuis le temps qu'on le vend aux quatre coins du globe, notre meilleur avion du monde, il en reste encore en stock, évidemment. Ça y est, en stock. Évidemment, c'est ironique de la part de Bernard Langlois, mais cette possibilité inquiète Air France, c'est ce que souligne le site de la Tribune, parce que le Qatar pourrait demander, s'il y avait affaire en ce qui concerne le Rafale, qu'il y ait plus de vols de la compagnie aérienne Qatar Airways en France. Évidemment, Air France ne voit pas ça d'un très bon œil. Merci beaucoup Karim, merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Alors si vous vous intéressez au foot, je vais tout vous dire là, vous allez voir. Ça va être incroyable. Je vous donne les résultats des matchs qui se sont joués il y a quelques minutes et qui viennent de s'achever. Pays-Bas, Australie. Pays-Bas-Chili. Oh là là, oui, c'est pas très bonne là. Les Pays-Bas-Chili, allez, les Pays-Bas qui mènent 2-0 sur un but de fer à la 77e minute et de 2 paix dans le temps additionnel. Et puis l'autre match, c'était l'Espagne face à l'Australie. Et l'Espagne qui a sauvé l'honneur parce que vous savez que la Rora, elle est éliminée, elle est tenante du titre, éliminée. Eh bien, elle a gagné le match face à l'Australie 3-0. Bah, vous savez mieux que moi, Karim. Un but de Villa à la 36e, de Torres à la 69e et de Mata à la 82e. Vous savez tout sur le football. Tout
de suite le journal. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée. À demain. Bonsoir Karim. À demain.